Bienvenue sur Tournant de la vie. Ici, nous croyons que la dignité n'a pas de prix et que les apparences peuvent conduire à des méprises spectaculaires. Si vous êtes d'accord, abonnez-vous, laissez un like et partagez, car l'histoire d'aujourd'hui est une leçon qu'aucune institution financière ne peut enseigner. L'humiliation commença par une voix jeune et impatiente, aussi tranchante que le rebord d'un comptoir en marbre. « Sérieusement, madame, ce n'est pas difficile de remplir ceci. Correctement, vous savez. Peut-être devriez-vous demander de l'aide à quelqu'un de votre famille, » dit l'employé de banque, ses ongles rouges et pointus tambourinant sur le formulaire de dépôt qu'Elena venait de remettre. La caméra de notre histoire se concentre sur le visage d'Elena, une femme aux cheveux grisonnants et aux mains qui portèrent les marques d'une vie entière de travail et d'amour. Elle ne répondit pas à l'insolence. Elle sentit seulement la chaleur de la honte lui monter au visage. Un sentiment amer et familier pour tant de personnes, jugées sur la simplicité de leurs vêtements et non sur le contenu de leur âme. La jeune employée ne voyait qu'une vieille dame confuse. Elle ne voyait pas la reine qui se cachait derrière ce regard serein et fatigué. Mais cette transaction, qui pour l'employé était un désagrément, était pour Elena l'acte final d'une promesse sacrée. La valeur sur ce formulaire n'était pas seulement ses économies, c'était l'âme d'une vie entière. C'était l'argent de la vente de la petite maison qu'elle et son défunt mari João avaient construite de leurs propres mains, brique par brique. Avant de mourir, il lui avait fait promettre que la valeur de ce foyer ne serait pas gardée, mais transformée en un nouveau foyer pour d'autres. Une fondation caritative pour aider les personnes âgées abandonnées. Un dernier geste de bonté envers un monde qui n'avait pas toujours été tendre avec eux. Elena était là, supportant cette humiliation. Non, pas pour elle-même, mais pour honorer la mémoire de l'homme qu'elle aimait et pour donner un but éternel à tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Ce que la jeune et arrogante employée ne pouvait jamais imaginer, dans sa hâte et son dédain, était la véritable identité de la femme en face d'elle. Car cette dame aux vêtements simples n'était pas une cliente ordinaire. Elle était l'histoire vivante de cette institution. Elena Almeida était la veuve de João Almeida, le cofondateur originel de Dendat. La banque, un homme qui, des décennies auparavant, avait lancé cette entreprise non pas comme un empire de profit, mais comme une coopérative de crédit communautaire, basée sur des poignées de main et la conviction que le respect était le bien le plus précieux. Lorsqu'il avait vendu sa participation majoritaire des années plus tard, João avait insisté pour conserver un unique compte et un petit lot d'actions, un lien symbolique, devenant ce qu'il aimait appeler l'associé silencieux, le gardien endormi de l'âme de la banque. Dans son bureau aux parois de verre, avec vue sur le hall principal, le directeur de l'agence, M. Carvalho, un homme au costume impeccable et aux ambitions grandioses, connaissait la légende du conte de la fondatrice. C'était une sorte de protocole sacré, transmis par le siège. Si la titulaire de ce conte se présentait un jour, le monde devait s'arrêter. Il imaginait Dona Helena Almeida comme une figure mythique, une matriarche qui arriverait dans une voiture blindée entourée d'avocats, une force de la nature. C'est pourquoi lorsque ses yeux parcourèrent l'agence, il ne voyait que des clients ordinaires et ignorait complètement la dame d'apparence modeste qui éprouvait des difficultés au comptoir, ne rêvant jamais que l'histoire et la légende de la banque se trouvaient juste là, silencieusement humiliée par l'une de ses employées. L'employé, avec un soupir exaspéré, prit finalement les documents d'Elena et se tourna vers son terminal. Avec dédain, elle commença à taper les données du formulaire et le numéro de compte. À l'instant où le dernier chiffre fut entré et la touche « Entrée » pressée, une grande fenêtre rouge clignota violemment sur l'écran, bloquant toutes les autres fonctions. « Alerte priorité maximale. Ne pas continuer », disait le message en lettres capitales. « Contactez la direction immédiatement. » Simultanément, dans son aquarium de verre, le téléphone privé de M. Carvalho sonna, un son strident, qu'il savait ne signifiait qu'une chose, une crise. C'était le directeur régional, la voix à l'autre bout du fil tendu d'une fureur contenue. « Carvalho, pourquoi le système m'indique-t-il que le compte d'Elena Almeida a été consulté dans votre agence et traité comme une transaction ordinaire? Est-elle là? Répondez-moi, est-elle là? » Le sang de M. Carvalho se glaça, se transformant en éclats de glace dans ses veines. La légende était réelle, et le cauchemar se déroulait sous son toit. Il laissa tomber le téléphone et sortit en trombe de son bureau, le visage blême et baigné de sueur.
Ses yeux de directeur, entraînés à identifier la richesse et le pouvoir, balayèrent le hall en panique. Il ignora complètement la figure sereine d'Elena, qui observait la scène avec un calme énigmatique. Il se précipita vers une dame avec un collier de perles, puis vers une autre avec un sac à main de marque. « Pardon, êtes-vous Madame Almeida ?» demandait-il, la voix de plus en plus désespérée. Après avoir été conduit par toutes les femmes qui correspondaient à son préjugé sur l'apparence d'une fondatrice, il s'arrêta au milieu du hall, la panique au comble. À voix haute, pour que tous l'entendent, il clama « Excusez-moi, est-ce que Donna Elena Almeida se trouve ici ?» Le silence qui suivit la question du directeur fut absolu, si dense qu'il semblait avoir une forme physique. Le bourdonnement de la climatisation sonnait comme un tonnerre lointain. Chaque client, chaque employé se figea, transformant le hall de la banque en un musée de figures de cire choquées. C'est alors que depuis le siège modeste près du comptoir où on l'avait laissé attendre, une main se leva. Le mouvement ne fut ni rapide ni hésitant, mais calme et empreint d'une dignité inébranlable. Elena regarda le directeur, et sa voix, bien que douce, traversa le silence comme une flèche bien ajustée. « C'est moi. » Ces deux mots atterrirent au centre de l'agence avec l'impact d'une révélation sismique. Le visage de la jeune employée qui observait la scène avec curiosité subit une transformation terrible, de la confusion à l'incrédulité, et enfin à une terreur pure et abjecte, comme si le sol sous ses pieds s'était transformé en sable mouvant. Monsieur Carvalho resta paralysé une longue seconde, le cerveau en court-circuit, essayant de réconcilier l'image de la femme simple qu'il avait ignorée avec la figure légendaire qui hantait sa carrière. Puis, l'instinct de survie de l'entreprise prit le dessus. Avec une vitesse qui démentait sa posture habituellement formelle, il courut vers Elena, son expression de panique se transformant en un masque de révérence désespérée. Il s'arrêta devant elle, s'inclinant légèrement, dans un geste de respect qui frisait la supplication. « Donna Almeida, 1000 pardons. S'il vous plaît, 1 million de pardons. Je n'en avais aucune idée. Je ne vous avais pas reconnu. » Il bégayait, la sueur coulant sur son front. Il la regarda. Non pas comme un directeur regarde une cliente, mais comme un vassal regarde une reine perdue et retrouvée. « Madame, vous n'êtes pas une cliente, vous êtes notre histoire. » Monsieur Carvalho, dans une frénésie de gestion de crise, tenta de conduire Elena dans l'intimité de son bureau, loin des regards curieux. « Par ici, Donna Almeida, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas être dérangée dans cet environnement. » Mais Elena, avec un calme qui le terrifiait, resta à sa place. Elle fit un geste vers le comptoir, où l'employé semblait s'être transformé en une statue de glace. « Non, merci, Monsieur Carvalho. Je suis une cliente comme les autres, et j'aimerais simplement finaliser mon dépôt. » L'ordre déguisé en demande scella le destin de la jeune femme. Le directeur, en sueur froide, supervisa personnellement chaque étape de la transaction, ses mains tremblantes vérifiant les documents qu'Elena avait remplis. L'employé, sous le regard foudroyant de son chef et le poids silencieux du jugement de tous dans l'agence, acheva l'opération avec des doigts qui peinaient à obéir. Chaque touche sur le clavier un clou dans son propre cercueil professionnel. Le reçu en main, plié et rangé soigneusement dans son sac, Elena se prépara à partir. Elle fit quelques pas vers la porte puis s'arrêta, se retournant pour faire face au directeur une dernière fois. Sa voix, quand elle parla, n'était pas forte, mais elle portait l'autorité d'une fondatrice, résonnant dans tout le hall silencieux. Mon défunt mari, João, n'a pas construit cette banque pour en faire un palais de marbre, dit-elle, son regard passant sur chaque employé. Il l'a bâti sur des fondations de confiance et de respect, avec le principe que la valeur d'une personne ne doit jamais être mesurée à son apparence. Son regard se posa finalement sur l'employé paralysé. La jeune femme qui m'a servi aujourd'hui ne semble pas avoir été instruite sur l'histoire de cette institution. J'espère que vous prendrez les dispositions nécessaires pour garantir que les valeurs de mon mari redeviennent le principal actif de cette banque. Madame Almeida n'attendit pas de réponse. Avec la même dignité avec laquelle elle était entrée, elle se retourna et se dirigea vers la sortie. Le silence dans l'agence était maintenant un silence de révérence et de peur. Alors qu'elle passait, les employés baissèrent la tête et M. Carvalho resta courbé, une statue de remords. Son regard croisa une dernière fois celui de la jeune employée qui pleurait maintenant silencieusement, ses larmes brouillant son maquillage et révélant la jeune fille effrayée derrière le masque de l'arrogance. Elena ne ressentit aucun plaisir de sa chute.
Elle ne ressentit qu'une profonde tristesse, la mélancolie de savoir que certaines leçons sur la dignité ne peuvent être enseignées que par la perte, une vérité aussi ancienne et immuable que les fondations de cette banque, qui avait été oubliée sous des couches de marbre froid et d'indifférence. Une fois dans un simple taxi, observant l'imposant bâtiment de la banque rapetissé par la fenêtre, Elena laissa enfin le poids de la journée la rattraper. Elle tenait le reçu de dépôt dans ses mains, le bout de papier qui représentait la fin du voyage de son mari et le début d'un nouvel héritage. Elle réalisa avec une clarté soudaine que l'événement de ce jour n'était pas un simple hasard, mais un appel. Pendant des années, elle avait vécu comme l'associée silencieuse, une gardienne endormie. Mais l'arrogance de cette jeune employée et l'indifférence de cette institution avaient été le réveil qui l'avait tirée de son sommeil. Sa mission n'était pas seulement de créer une fondation caritative, c'était de rappeler à cet empire de verre et d'acier qu'il était né d'un rêve de communauté et de respect, une âme qu'elle se sentait désormais obligée de sauver. La tempête qu'Elena Almeida déchaîna ce matin-là ne fut pas sans conséquences durables. La jeune employée fut, comme on pouvait s'y attendre, licenciée. Son histoire devint une légende d'entreprise, une mise en garde murmurée dans les couloirs de la banque sur la façon dont l'arrogance d'un instant peut coûter une carrière entière. Mais le changement le plus profond se produisit chez M. Carvalho. Terrifié et profondément humilié, il vit dans cet incident non seulement un risque pour son poste, mais un reflet de sa propre faillite en tant que leader. Il mit en place un nouveau programme de formation, rigoureux dans tout le réseau d'agences, axé non pas sur les ventes, mais sur la dignité, avec en première page du manuel une photo de João et Elena Almeida et l'histoire de la fondation de la banque, afin qu'aucun employé n'oublie jamais d'où il venait. Dans les mois qui suivirent, Elena accepta une invitation à occuper un siège honoraire au conseil d'administration de la banque. Elle ne participait pas aux décisions financières, mais sa présence aux réunions trimestrielles servait de boussole morale, la gardienne silencieuse de l'âme de l'institution. Sa véritable passion, cependant, s'épanouit loin des gratte-ciels. La Fondation Almeida devint une réalité, un foyer chaleureux et accueillant pour des dizaines de personnes âgées qui, autrement, auraient été seules. La victoire d'Elena ne se mesurait pas en actions ou en dividendes, mais dans les sourires qu'elle recevait dans le jardin de sa fondation, et dans la certitude que l'amour d'une vie entière avec son João avait été transformé en un héritage de bonté qui continuerait de grandir bien après son départ. Et ainsi, l'histoire d'Elena Almeida se termine, non pas comme un conte sur une transaction bancaire, mais comme une fable moderne sur la valeur et l'héritage. Elle nous enseigne que l'arrogance, aveuglée par elle-même, voit rarement le pouvoir silencieux qui réside dans l'humilité et qu'un acte de dédain désinvolte peut, par inadvertance, réveiller un géant endormi. La véritable mesure d'une personne ne se trouve pas dans la richesse qu'elle affiche, mais dans la dignité qu'elle défend, la sienne comme celle des autres. L'héritage de João et Elena n'était pas scellé dans les coffres d'une banque, mais dans la promesse d'amour qui s'est transformée en un acte de charité, prouvant que l'histoire la plus importante d'une vie ne s'écrit pas dans les contrats ou les relevés, mais dans les cœurs qui sont touchés par la bonté, et qu'en fin de compte, le respect sera toujours l'investissement le plus précieux que nous puissions faire. Nous espérons que cette puissante leçon de dignité vous a inspiré. Sur Tournant de la vie, chaque histoire est une fenêtre sur l'âme humaine. Si vous croyez que le respect est le fondement de tout, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de partager. Rejoignez-nous pour d'autres retournements de situation inoubliables.